Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace, édition du 22 juillet 2024. Bienvenue à l'émission tout le monde. On s'approche des Jeux olympiques d'été. J'espère que vous avez hâte. J'espère que vous avez hâte de voir le monde se baigner dans la Seine et voir si finalement, écoutez, si elle est propre, parce que nous autres, on s'est fait dire tout le long qu'elle allait être propre. Mais quand tu voyais le monde sur Internet, ben de un, essayer de la saboter. Puis deux, du monde qui sont allés tester par eux-mêmes. Peut-être qu'elle n'était pas tant que ça. Après ça, du côté de la mairie de Paris, on se dit « on va aller se baigner. On va vous montrer que c'est propre. » Les Olympiques approchent et j'ai bien hâte de voir ça. Bienvenue tout le monde à l'émission. Une fois de plus, une belle semaine de sport, bien du stock à jaser avec vous et ça ne serait pas complet sans Félix Forget et Pierre-Olivier Poulain qui sont là pour compléter ce trio qui est la triple menace. Je parlais de Paris, je parlais de la France. On avait justement un grand d'événements sportifs cette fin de semaine. Un tour de vélo vraiment sans égal. Puis bien sûr, je parle du Tour de l'Abitibi, dans lequel tu as eu le plaisir de couvrir, Pop. Fait qu'est-ce que ça fait de couvrir le meilleur tour de bicycle au monde qui n'est pas le Tour de France? Je pense que tu viens d'envoyer un gros middle finger à peu près des millions de Français qui se sentent insultés. Mais soit dit en passant, shout-out au Tour de l'Abitibi. Je viens de finir la semaine, la 7e et dernière étape se donnait il y a à peine quelques heures à peine. On parlait de la France qui est encore vainqueur cette année pour une deuxième fois dans les 3 dernières années. C'était l'équipe nationale française qui a gagné avec un coureur au nom de Eyand Laronde qui a dominé le tour de la première étape jusqu'à la dernière. Gros événement quand même en Abitibi-Témiscamingue. Il ne faut pas oublier que dans toute la Coupe des Nations de l'UCI, du moins au niveau junior, il y a une seule course en Amérique du Nord, puis elle était chez nous à Val-d'Or cette semaine. Je fais juste dire ça de même. Fait que, non, c'est toujours un événement qui est gros sur mon calendrier d'été. Fait que je viens de finir ça. Puis mine de rien pour moi, dans 3 semaines, les camps de la LHJMQ recommencent. Fait que tranquillement, pas vite, on s'en vient au mois d'août, puis l'automne arrive, mesdames et messieurs. Ça, c'est l'une des grandes questions qu'on a eues cette semaine. Maintenant, l'autre grande question qu'on a eue cette semaine, parce que, finalement, College Football 2025 est sorti sur toutes vos consoles préférées. Maintenant, la question qui tue, Félix Forget, combien d'heures est-ce que tu as dormi depuis la sortie du jeu? Plus que je pensais, mais pas parce que j'ai pas eu la chance de profiter de ce jeu. En fait, la vraie question est, durant la semaine, est-ce que tu as plus dormi ou est-ce que tu as plus joué à College Football 25? C'est une bonne... Non, j'ai quand même plus dormi, mais honnêtement, le fait que ce soit une question qui mérite d'être posée, je pense que ça donne une idée du nombre de temps que j'ai investi dans ce jeu-là depuis le début. J'ai tellement hâte d'en rejaser durant le bloc football. Mais d'ici là, on a justement d'autres sujets sur la table. Puis je parlais des Olympiques. La compétition pas mal que les gens d'Amérique du Nord veulent voir, je dis gens d'Amérique du Nord, aux États-Unis surtout, veulent voir, c'est le basketball du côté masculin, notamment avec cette équipe américaine qui, on va se le dire, est de loin la favorite. Bien qu'ils ont eu de la misère à battre le Soudan du Sud, ils ont eu besoin d'un effort surhumain de LeBron James pour les vaincre au compte de 101-100. Puis, le point sur LeBron James, ça fait un petit peu un segue à ce que je veux jaser. Parce que la grosse affaire avec cette équipe américaine, on le sait très bien, c'est Joel Embiid. Joel Embiid qui a un peu bitché la France et le Cameroun pour une qualification aux Olympiques, a finalement décidé de se ranger du côté américain. Les boys, il s'est adressé aux médias. Il a dit pourquoi il voulait se rejoindre, il voulait joindre l'équipe américaine. Est-ce que vous savez pourquoi exactement?
C'est pas une. J'ai pas entendu la conférence de presse en question, donc je ne connais pas la réponse. Mais si c'est une affaire que genre, ben c'est parce que mon fils est américain, comme certains le disent, ou que, tu sais, on me disait, LeBron James voulait aller jouer avec les Lakers pour être proche de son fils. Là, je suis comme. Écoute, t'as parlé de LeBron James, ça en fait partie un petit peu. Parce qu'il s'est dit, tu sais quoi? Il y a beaucoup de talent sur cette équipe-là, mais je pense que les gens ils vont se faire avoir par les noms sur les papiers. Puis, c'est des gens qui sont un peu plus vieux. Fait que moi, je serais là pour les aider. Puis, il a spécifiquement mentionné le nom de LeBron James quand il parlait de joueurs qui avaient de l'âge. LeBron James, qui est le capitaine de cette équipe, qui a mené cette équipe vers une victoire de 100-100 contre le Soudan du Sud, comme j'ai mentionné. Et puis là, tu as Joel Embiid qui fait « Non, mais c'est parce qu'ils sont vieux, je voulais juste aller les aider. » À quel point est-ce que c'est un gros manque de respect, là, les boys? C'est épouvantable, man. Sérieusement, c'est la première fois que j'entends ça. Je vais pas dire que ça me lève le cœur parce que c'est un peu sévère, mais c'est quasiment ça. Tu penses que t'es qui, sérieusement, monsieur? J'avais passé le 2e tour des séries pour aller dire « Ah, moi, tu sais quoi? » Tu sais, des légendes comme LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, tout ça, là. Tu sais, même Anthony Edwards, qui a 22 ans, a déjà fait une salle de conférence comme lui a jamais fait, là. Moi, tu vois, je suis le sauveur, je vais venir les aider. À un moment donné, man, prends ton trou. Sérieux, prends ton trou, puis juste fais partie de l'équipe comme tout le monde, puis vois-toi comme un morceau qui est là parce que tu fais partie de l'équipe, là. Pas parce que toi, t'es le jeune qui va venir sauver tout. Je sais pas, j'ai de la misère à... La perception qu'il y a de sa présence de cette équipe-là, je trouve ça vraiment ordinaire. Personnellement, je trouve ça vraiment ordinaire. Puis en plus de ça, c'est pas comme si Joel Embiid était en mesure de donner des performances dignes de ses commentaires parce que jusqu'à présent, Joel Embiid, on parle de peut-être une vingtaine de points à travers tous les matchs d'exhibition que les États-Unis ont joués et avec ça, une piètre efficacité. On parlait de 37% sur son tir au niveau global. Puis les Américains performent tellement mieux quand il est sur le banc. Je veux dire, Pop, en ce moment, à la lumière des performances de Joel Embiid, où est-ce qu'il va se retrouver sur l'échelle des bombes? Déjà là, en partant, juste le fait de voir Joel Embiid bitch sa vie sur les officiels parce que il est en train de se rendre compte qu'il joue à du vrai basketball et pas du basketball de la NBA où ce que tu peux flop pour attirer des fouls pour aller à la ligne de 3 points. Déjà là, ça part bien. Fait que j'ai hâte de voir. Est-ce que Joel... Parce que là, c'est le fun. Là on se tape la taille de Joel Embiid. Il faut quand même rappeler, on est juste en match préparatoire. Ouais. Si on a un bon tournoi olympique, ça sera une autre affaire. Mais là, c'est pas le temps de commencer à se plaindre constamment sur les officiels que tu n'as pas la faute. Il faut se rappeler, la FIBA, c'est une toute autre espèce de basketball que celle de la NBA. Luka Doncic l'a toujours dit, la FIBA, c'est toujours plus dur et c'est peut-être même un meilleur calibre que la NBA. Avec justement comment les règlements sont faits et comment on est plus permissif dans le jeu offensif dans la NBA, il va falloir quand même garder une petite attention quand même sur Joel Embiid parce que ça va être le centre. T'sais, n'importe quel coach sur la terre, si tu as l'occasion d'avoir Joel Embiid comme 5 dans ton alignement olympique, tu vas le faire. Va-t-il répondre aux attentes? Ça, c'est la vraie question. Puis si en plus, tu es allé écorcher certains vétérans et légendes de la game certaines légendes, tu dis pas n'importe laquelle en plus. Isaiah Thomas a été rayé de la Dream Team pour moins que ça. Je fais juste dire ça, là. Non, mais il y avait les qualificatifs pour ça. C'est drôle, Pop, tu parles de Luka Doncic. Ça me rappelle tellement sa 2e saison. Là. Littéralement, le gars, il avait 19 ans puis il dit c'est plus facile de marquer dans NBA que n'importe où dans le monde. Ben oui. La NBA, puis pourtant, la NBA, c'est la meilleure ligue au monde. Là. C'est juste ça. Tu veux une preuve que le calibre n'est pas pareil? Les États-Unis qui ont une équipe incroyable. Tu parlais LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry, Joel Embiid, tous ces gars-là ont gagné par 1 point contre le Soudan du Sud. Ça te prouve, c'est pas la même. C'est ça, le Soudan du Sud, à un moment donné, avait vraiment une grosse avance. Puis, il avait genre 14 points d'avance à mi-temps, genre. Ça a pris un effort surhumain de LeBron James et tout.
c'est pas la même game. Souvent, c'est un peu cliché de dire « Ah ouais, mais ça joue pas de la même façon ailleurs. » Là, c'est vrai, c'est vraiment une game qui est complètement différente. Puis c'est pas pour rien qu'il y a des matchs serrés, puis qu'un joueur comme Patty Mills, par exemple, devient un super-héros à chaque Jeux olympiques quand c'est au mieux un joueur de banc dans la NBA. Il y a quelque chose de différent. Puis surtout les États-Unis, la grosse méchante équipe, on a une cible dans le dos. Puis les autres équipes le savent, ça aussi. C'est une motivation de jouer contre les États-Unis. Puis tu dis, oh, regarde, on va les battre, la grosse équipe méchante avec toutes ces légendes-là et tout. Les États-Unis sont mieux d'arriver près dans ce tournoi-là parce qu'on a beau avoir le talent dans cette équipe-là. On ne se laissera pas marcher sur les pieds, les autres équipes. Là. On va pas juste faire tu sais quoi, c'est des grands noms de la NBA et tout. On va juste comme laisser faire. On sait qu'on va perdre de toute façon. Non, c'est un défi qu'ils vont vouloir relever, qui vont vouloir défaire l'équipe américaine. Puis Steve Kerr doit être conscient de ça. Il ne doit pas s'acharner à rouler des joueurs qui ne roulent pas parce que oui, c'est des vedettes dans la NBA, mais au niveau de la FIBA, c'est complètement différent. Puis c'est une réalité à laquelle on va devoir s'adapter. Règle numéro 1 à la FIBA, rien n'est plus dangereux sur le terrain qu'un joueur de banc dans la NBA qui s'en va aux Olympiques. 100%. Rien de plus dangereux que ça. José Calderon, Evan Fournier, tu l'as dit, c'est rien de plus dangereux qu'un 6-7e gars dans la NBA qui s'en va représenter son pays aux Jeux olympiques. Rien. Absolument rien. Evan Fournier, qui une de ses dernières sorties avec les Knicks, c'est comme là, c'est sûr que je suis plus dans la NBA l'année prochaine, puis là, il va être avec l'équipe de France, une équipe de France qui va être très spéciale à regarder. By the way, j'ai très hâte de voir ça. En plus, l'équipe haute. Mais c'est notamment pas tout ce qui s'est passé du côté du basketball, parce qu'en plus, en fin de semaine, les boys, c'était le match des étoiles de la WNBA. Il y a eu tu sais, déjà un peu d'excitation au préalable parce que Caitlin Clark, juste avant le match des étoiles, a brisé un record de la WNBA à sa saison recrue. Encore une fois, je tiens à le rappeler. 19 passes décisives en un match, boys. Wow! Hey, écoute, on parlait de la semaine passée qu'il y avait Caitlin Clark versus Angel Reese, puis qu'on semblait peut-être, il y avait du monde qui semblait peut-être dire que Angel Reese avait peut-être le edge pour la course à la recrue de l'année. 19 passes, tu bats le record. Je dis pas que Caitlin Clark va gagner juste à cause de ça. Mais c'est un gros fuck you à tout le monde qui disent qu'elle gagnera pas le Rookie of the Year. Honnêtement, Chris Paul, avec cette performance-là, il peut aller se réhabiller, là, si je veux dire. Que dire de cette performance de Clark? Et puis après ça, on se dirige pour ce qui est du match des étoiles. Et on a même eu un match spécial des stars de la WNBA contre l'équipe américaine. Et quand je dis Team USA, c'est littéralement l'équipe qui va jouer aux Olympiques de Paris. Et l'équipe WNBA a gagné. Une équipe, soit dit en passant, avec Caitlin Clark et Angel Reese qui évoluent sur la même équipe. Puis, juste une chose à dire, c'est que lorsque ce sera leur tour de jouer sur l'équipe américaine, ça va être dangereux en maudit. Ouais, puis c'est drôle parce que dans ce match-là, Caitlin Clark n'a pas eu un très grand match. Un match vraiment plus difficile où est-ce qu'elle n'a pas vraiment été je pense qu'elle n'a même pas 10 points. Elle a une soirée, un match très difficile au niveau des tirs et tout. Angel Reese qui a vraiment eu un gros match, elle, puis on le voit, on a parlé souvent de cette cuvée collégiale-là de la WNBA, des joueurs qui s'en viennent, Caitlin Clark, Cameron Brink, Angel Reese, toutes ces joueuses-là qu'on a appris à connaître dans les derniers mois et tout. Puis c'est pas pour rien, on voit que ce noyau-là qui s'en vient, qui éventuellement va prendre le contrôle un peu de l'équipe américaine de basketball féminin. Puis c'est un bel avant-goût. C'est la deuxième année consécutive que l'équipe d'étoiles de la WNBA l'emporte contre l'équipe qui va représenter le pays aux États-Unis, un peu ironiquement. Mais ça montre pour moi que oui, il y a l'équipe américaine et tout, mais cette jeune cuvée-là est vraiment en train de prendre ses aises et tout. Puis n'a pas vraiment de complexe face à cette génération-là qui est un peu plus expérimentée et tout. Puis c'est tant mieux pour le sport parce que si on réussit, si les joueurs plus expérimentés peuvent être piqués dans leur orgueil un peu, puis ouais, mais on va leur montrer que c'est vraiment nous autres qu'il fallait qu'ils représentent le pays. Il y a de ça aussi, puis c'est tant mieux si ça fait ressortir le meilleur de tout le monde. Puis c'est toujours une motivation pour Caitlin Clark, Angel Reese, tout ça, qui, elles, veulent prouver qu'elle aurait dû avoir leur place sur cette équipe-là. Donc, c'est comme ça que ça fait sortir le meilleur de tout le monde. Puis juste une mise en contexte. La dernière fois que les États-Unis n'ont pas gagné l'or aux Olympiques chez les femmes au basketball,
je n'étais même pas né. Ça en dit long. Sérieusement, je vais te poser la question, est-ce que c'est déjà arrivé? Ben, je sais qu'ils sont sur une séquence de 7 médailles d'or consécutives, mais est-ce que c'était... C'est une bonne question, crime. Parce que c'est une domination sans égale. Là. C'est Jeux olympiques après Jeux olympiques. L'équipe féminine américaine a tellement une avance sur la compétition. Tu l'as dit, c'est avant que toi tu naisses, si c'est arrivé seulement, je sais même pas si c'est déjà arrivé. C'est quelque chose, cette domination. La première fois pour ce qui est des femmes aux Olympiques, c'était en 1976. OK, ça a peut-être arrivé 1 ou 2 fois, genre. Exact. Puis quand même, aussi une mise en contexte, les joueuses qu'on avait sur cette équipe américaine, quelques noms que vous allez sûrement connaître, même si vous ne suivez pas tant le basketball féminin que ça, mais on avait Breanna Stewart, MVP de la dernière saison régulière, Diana Taurasi, légende vivante du sport, Alyssa Thomas aussi, qui est une autre vétérante très, très, très respectée, qui avait fini top 3 dans le classement du MVP la saison dernière. A'ja Wilson, qui va très probablement le gagner cette année. Oh, puis quelques-unes de ses coéquipières chez les Aces de Las Vegas, en Chelsea Gray, Jackie Young et Kelsey Plum. Cette équipe-là est absolument... Je vais juste vous dire, en 92 à Barcelone, les États-Unis avaient fini 3e, puis l'équipe qui avait gagné la médaille d'or, c'est un regroupement de 12 équipes d'anciennes colonies de l'URSS. Mais qui avaient comme 12 équipes en même temps qui se sont dit on va fusionner ensemble puis on va battre les États-Unis. Et la Chine qui a fini 2e cette année-là, en passant. OK. Donc, ça fait 32 ans. 32 ans. Et ça pour dire à la fin de toutes ces festivités du match des étoiles, c'est Arike Ogunbowale des Wings de Dallas qui a remporté l'MVP avec une performance de 34 points dans le match des étoiles de la WNBA. Fait qu'un bon show. Je pense qu'il y a quelque chose avec cette formule du match des vedettes de la WNBA contre la sélection américaine. Est-ce que je lance un petit débat vite là-dessus, là, mais est-ce qu'il y aurait place à un format de la sorte en NBA? Parce qu'en NBA, on voit, par exemple, le match des jeunes recrues, des Rising Stars. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec peut-être les vétérans ou quelque chose dans le genre? Un duel de génération, genre? Peut-être. Genre, j'aime ça, tu parlais du Rising Star et tout, c'est les premières contre deuxième année. En tout cas, ça a déjà été ça le format, là. Je sais que ça a changé récemment, là. Peut-être que tu fais genre les 29 ans et moins contre les 30 ans et plus, quelque chose comme ça, puis d'un côté, t'as Steph Curry, LeBron James, Kevin Durant, de l'autre, t'as genre Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards, puis... Nikola Jokic, mettons. Nikola Jokic, ouais, il est borderline. Il est rendu à 29. OK, ça, il y a pas... Tu sais, mais... Je vois un peu, puis ce serait le fun, tu sais, t'aurais les jeunes qui veulent prouver que c'est leur ligue maintenant, puis les vieux qui veulent garder un peu leur place. J'aime beaucoup ça comme concept. En gardant la formule du Elam, comme on voit dans la LEC. Oui. À la fin. Certainement. Parce que ça a déjà été de même au match des étoiles, right? Adam Silver, tu sais comment nous rejoindre. On est disponible. On est n'importe quel. Oh non, je suis disponible, absolument. Absolument. Je peux prendre une semaine off à l'école pour rencontrer Adam Silver. Moi, j'ai aucun problème s'il faut. Là. Si ça fait bien une petite subvention pour la triple. L'UQAM comprendrait. Moi, je fais juste dire que l'UQAM comprendrait. L'UQAM est une université très compréhensive. Ça, je peux l'accorder. Hey boys, pour finir le bloc basket, drôle de nouvelle. En ce moment, l'équipe de la NBA qui semble imploser le plus, ce sont les Clippers de Los Angeles. Parce que malgré le glamour, toute cette joute médiatique de relations publiques, de vouloir montrer le nouvel aréna, qui au passage est absolument impeccable. Je veux dire, il manque juste, je pense, une vidéo de Subway Surfer, puis t'es complet pour ton expérience sportive. Mais tu sais, t'as même des plugs USB pour recharger ton téléphone. Qu'est-ce que t'as? Genre il y a encore du monde qui utilise des plugs USB pour charger son téléphone aujourd'hui? Ah ouais, mais c'est mieux que rien, hein? C'est mieux que n'importe quel autre aréna où est-ce que rien. Mieux qu'une claque à la gueule, m'a dit.
Puis, Ouais, j'ai vu pire. C'est vrai que j'ai vu pire. quand même des boutons pour les petits jeux, parce que là, en plus, ils ont maintenant c'est plus un Jumbotron, mais c'est un écran comme on voit au Scotiabank Arena qui fait tout le tour. Mais là, tu as des petits boutons pour les petits jeux. Fait que là, tu as un petit bouton pour activer, je sais pas moi, ta petite voiture au jeu. Tu peux jouer à Kahoot, c'est pris genre Oh à la demi, tu joues à Kahoot. Steve Ballmer, c'est une idée si tu as un job pour nous autres. Anyway, c'est parce que les Clippers en ce moment perdent un peu de popularité auprès de leurs partisans parce que, ils ont shippé Russell Westbrook au Utah pour une deuxième fois. Encore? Ouais, Westbrook est au Utah pour se faire libérer. Il s'en va maintenant jouer chez les Nuggets. Les gens ont perdu beaucoup de respect pour ça. Et Lawrence Frank fait une sortie médiatique cette semaine. Et non seulement est-ce qu'il a parlé de Russell Westbrook, mais il a parlé de Kawhi Leonard et de son absence de l'équipe américaine. Et qu'est-ce qu'il a dit, boys? C'est de la faute de l'équipe américaine s'il n'est plus avec eux autres. Tu sais, mettons que mon radar de mensonge, tu sais... Ton cabometer, il est genre à ultra high en ce moment. Il est comme ultra high, tu sais. Ouais. Peut-être, mais j'ai de la misère à croire. Ah non, puis surtout, tu regardes les Clippers en ce moment qui viennent de perdre Paul George, OK? Que là, tu dis, OK, là, on vient de perdre une de nos deux vedettes, de notre duo de vedettes. On a James Harden qui est arrivé depuis, là, mais tu sais, à la base, le plan, c'était Kawhi et Paul George. Là, Paul George vient de partir. Là, imagine un monde dans lequel Kawhi Leonard est aux Olympiques, se blesse. Là, t'es privé de tes deux gars parce qu'il y en a un qui est signé ailleurs, puis un autre qui te laissé aller aux Olympiques. Tu vois, moi aussi, j'ai un peu tendance à penser que les Clippers étaient plus contre le projet qu'on pourrait le penser. C'est plate, évidemment, qu'on ne puisse pas voir Kawhi. On en a parlé un peu la semaine passée, comme quoi j'estimais tellement un joueur qui mérite plus de respect qui va en avoir éventuellement parce que sa feuille de statistiques ne sera pas aussi impressionnante qu'elle aurait pu l'être. Mais c'est vrai que c'est bizarre un peu ce qui se passe avec les Clippers. Tu parlais de Russell Westbrook qui, oui, évidemment, n'est plus le joueur qui a déjà été, mais demeurait, selon moi, quand même une option correcte en sortie de banc. Puis je pense que c'est une belle prise pour les Nuggets dans ce sens-là, dans le sens où on a vu cette équipe-là en série l'année passée. Maudit qu'il manquait d'aide sur la deuxième unité. Il manquait quelqu'un en sortie de banc qui fait prendre le ballon, prendre le contrôle, puis pas aller inscrire 20, 25, 30 points, mais tu sais, un 10 à chaque match, ça aurait tellement fait une différence dans la série contre les Timberwolves, par exemple, parce qu'on a été éliminé. Puis je pense que pour ça, ça va vraiment aider les Nuggets. Je pense qu'à bas prix, c'est l'une des meilleures acquisitions qu'on aurait pu faire parce qu'il va être payé salaire minimum, touche encore son salaire de son précédent contrat. J'adore ça pour les Nuggets, puis j'ai de la misère un peu à m'expliquer pourquoi les Clippers font ça. Peut-être qu'on se dit qu'à un moment donné, ça fait le nombre de joueurs qui ont vraiment besoin du ballon pour performer avec cette équipe-là, mais j'ai l'impression qu'on se prive d'un gars qui aurait vraiment pu nous aider. Quand même. Petite question, je veux une réponse rapide de vous deux, rapidement. Bien sûr. Est-ce que Russell Westbrook avec les Nuggets de Denver représente maintenant sa meilleure opportunité en carrière de enfin gagner un championnat? Absolument. Même quand il était prime avec OKC, il était avec les Rockets. En prenant du recul, OKC, ils ont toujours cogné à la porte, mais ils ne se sont jamais rendus là. Les Nuggets... Ils sont rendus en finale pareil. Oui, ils ont perdu. Mais là, voilà justement le contrat avec les Nuggets. Ils en ont gagné une. Je vais dire non, mais sa meilleure opportunité, c'est plate parce qu'il a été volé quand Kevin Durant a signé avec les Warriors. C'était ça sa meilleure opportunité, puis il a été enlevé. Fait que dans les circonstances, oui, c'est sa meilleure, mais j'ai pas l'impression que les Nuggets vont gagner le championnat l'année prochaine quand même. Je ne veux pas dire que la fenêtre est ferme, mais j'ai l'impression qu'elle rétrécit un peu pour puis tant qu'on a Jokic, tant qu'on a Murray, on va avoir une chance et tout, mais cette équipe-là des Nuggets est moins bonne que celle où est-ce que Westbrook quand Westbrook avait Kevin Durant à OKC, selon moi. Ou quand... En tout cas, ça, c'est un gros what if, puis tu sais, on réécrit l'histoire, on spécule, puis tout ça. Mais si OKC n'avait pas de choke en 2016, et c'était eux autres qui affrontaient LeBron James et les Cavs... Ah ben là, l'histoire de la NBA serait totalement différente. Ah ben là! 100%. Ça, c'est un rabbit hole pour lequel on n'a pas le temps. Mais je sais qu'on va en jaser un jour. Je sais déjà.
On va passer au baseball parce que, aussi cette semaine, parce que oui, le meilleur temps pour faire un match des étoiles ou un événement autour d'un match des étoiles, c'est durant la semaine. C'est littéralement... En début de semaine. En plus, le un beau lundi. mardi soir, là. Je veux dire, y a-tu de quoi pire que ça? Moi, je sais. C'est les partisans de la nationale voir leur équipe perdre une fois de plus contre l'américaine. Je veux dire, on est rendu maintenant... On avait dit depuis 2012-2013, c'était une victoire en 10-11 sorties pour la nationale. L'année passée, sinon C'était c'est l'année dernière. Bon, on est de retour aux bonnes vieilles habitudes. Les good old... Là, cette fois-ci, on sort les good old nationals. Et je parle pas des nouveaux expos, en fait, mais de la Ligue nationale au baseball. Oh, encore une fois, c'est l'américaine qui a gagné. Moi, je vais juste brag sur le fait que my guy, Jared Durant, meilleur center fielder de toute la MLB, de mes Red Sox, a gagné le titre. Excuse-moi, est-ce que Mike Trout est mort? Est-ce que Mike Trout il se blesse un peu puis on oublie que Mike Trout existe? Écoute, je comprends. Aaron Judge? Non. Attends, on va commencer. Mike Trout n'est plus capable de jouer 60 matchs par année. Mais c'est vrai que s'il n'était pas blessé, j'aurais pas dit qu'il serait meilleur que Mike Trout. Puis Aaron Judge, on the other hand, c'est juste parce que Brian Cashman est incapable de construire un vrai bon comité de voltigeurs, ce qui fait en sorte que Aaron Judge joue au centre, alors que Aaron Judge est un voltigeur de droite. Il est là, il est au centre par défaut. Parce que les Yankees joue à droite, font pas mais d'autres oui, options. ok, ça va, je comprends. Faut que Juan Soto joue à droite. Mais je vais quand même brag Jared Durant, meilleur center fielder de mes Red Sox, a gagné le MVP du match. Et je peux-tu aussi faire un petit shout-out à Shohei Ohtani qui s'est fait Tungsten Arm O'Doyle au match des étoiles. Pop, oui. Peux-tu expliquer aux gens à la maison ce que c'est? OK. 2021, OK. Ceux qui sont moins familiers avec MLB Twitter, il y a un tweet légendaire d'un gars de Toronto, soit dit en passant, ce qui n'était même pas un partisan des Angels. Puis que là, je vais paraphraser, je me souviens plus de ce qu'il disait précisément, mais je vais paraphraser parce qu'il avait tweeté que regarder les highlights d'un match des Angels, c'est de voir Shohei Ohtani frapper 3 circuits et faire 7 points produits, tandis que Mike Trout a fait 3 coups sûrs pour monter sa moyenne à 521. Puis que Shohei Ohtani a fait une chose pour la première fois dans le baseball majeur depuis Tungsten Arm O'Doyle des Musketeers de Akron en 1921, alors que les Angels perdent 8-4 contre les Tigers de Détroit. C'est à peu près ça. Le tweet est légendaire. C'est un classique sur Twitter. Puis Shohei Ohtani est devenu comme le porte-étendard de ce Tungsten Arm O'Doyle, qui n'existe pas, soit dit en passant. Non, c'est un joueur complètement fictif. C'est un joueur complètement fictif, mais c'est devenu comme le porte-couleur du gars qui tente de traîner son équipe de façon exceptionnelle, mais que la loi du baseball fait en sorte que tu peux juste frapper une fois une offre présence puis que tous tes coéquipiers te laissent tomber. Ce qui est à peu près la même définition des Angels depuis que Mike Trout est arrivé dans le baseball majeur, soit dit en passant. Et Shohei Ohtani qui fait un circuit de 3 points pour donner les devants 3-0 à la nationale. Puis ses coéquipiers n'ont plus rien fait. L'Américaine a gagné 5-3. Fait qu'il s'est fait Tungsten Arm O'Doyle. Ils ont dit que c'était leur journée. Shohei Ohtani frappe et tous les autres frappeurs qui passent, he said it's his day off. C'est pas mal ça. C'est triste, mais c'est pas mal ça. Parce que la nationale a pas bien frappé dans ce match. Puis elle a analysé un match des étoiles. Sérieusement, il faut pousser loin un peu pour vraiment analyser la performance. C'est encore drôle. Le match des étoiles baseball a quand même encore une légitimité côté performance. Ouais, c'est vrai. Puis tu sais, on a regardé Paskins, évidemment, en première manche, qui a connu une bonne manche. Il a affronté Steven Kwan, Gunnar Anderson, Juan Soto et Aaron Judge. A juste concédé un but sur balle à Soto, puis c'est tout. Évidemment, c'était pas mal la grosse trame narrative qu'on suivait pendant le match des étoiles. Juan Soto qui a eu un bon match, d'ailleurs, un but sur balle, puis un double qui a produit 2 points. Il n'a pas été nommé MVP, ça a été Durant, mais Soto était quand même en considération pour ça aussi. Le match des étoiles
au-delà de regarder, mettons, la performance d'un gars qui s'est pointé, qui a eu 2 retraits au bâton, c'est surtout de regarder les gars qui se sont illustrés, puis Jaren Duran, MVP avec raison, Juan Soto, Paul Skeens. Bravo à ces gars-là d'avoir donné un show et tout dans un match que certaines vedettes de la Ligue délaissent un peu. Puis c'est tant mieux si on est capable d'avoir certains de ces joueurs-là qui se présentent quand même puis qui sont capables de donner un bon show pour les partisans qui sont là. Les boys, on a eu un petit classement qui est sorti de la part d'ESPN cette semaine. Un classement qui met en vedette une centaine d'athlètes de partout dans le monde, de toute ligue, tout sport confondu, et on les a mis dans un classement des 100 meilleurs athlètes du 21e siècle. Et puis, on a quelques joueurs de baseball là-dessus, puis je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont peut-être être controversés pour vous. Tout ça commence lorsque je vois au 46e rang. Peut-être un choix très controversé. Max Scherzer. Max Scherzer occupe le 46e rang, et je ne dis pas des meilleurs joueurs de baseball du 21e siècle, des meilleurs athlètes du 21e siècle. Et tout sport confondu, là, pas juste les 4 grands sports. Soccer, nage, il y a aussi le volet féminin aussi. Il y a des joueurs de la WNBA qui sont là-dedans. Oui. Mais tu sais, juste pour donner un exemple, les quelques personnes qui sont derrière lui, ben, on parle de Steve Nash, on parle de Zinedine Zidane, Thierry Henry. Tu sais, quelques noms que je pense mériteraient d'être plus haut que Max Scherzer. Mais je me suis porté un petit peu à l'exercice, puis les boys, je vous mettrai un petit peu à l'exercice aussi, là. Voici quelques d'autres joueurs de baseball qui se retrouvent sur ce top 100. Et à la 53e place, Félix, je sais, tu vas capoter, mais nul autre que le capitaine lui-même. Derek Jeter, 53e place. Derrière Max Scherzer, je m'excuse, c'est scandaleux. Non, attends. Mio, est-ce que tu peux me dire aussi qui est devant Derek Jeter? Non. Dis-le. Non. 7. David Ortiz. Et Adrian Beltré. Et Carlos Pop, il y a plein de monde, tabarnak. Alex Rodriguez. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Non. Juste non. Mais au moins, non. prosterne-toi devant ton propriétaire d'équipe. Jamais. Non, mais dis-toi, Félix, Derek Jeter n'est pas le seul membre des Yankees qui est là parce qu'on retrouve aussi Mariano Rivera au 59e rang de cette liste-là. Le meilleur closer de l'histoire des majeurs, et c'est même pas particulièrement proche. Le seul gars de l'histoire, quand il arrivait en 9e, tu pouvais fermer la télé parce que c'était sûr que l'équipe gagnait. Mais, tu sais quoi, on est mieux un frappeur désigné en Ortiz puis un gars comme Scherzer qui a une coupe de bonne... Non. Félix, non. On ferme la TV puis on se dit que le match est fini. Les Diamondbacks de l'Arizona en 2001 voudraient un mot avec toi, s'il te plaît. Arrête de parler. Quelques d'autres noms qui se retrouvent en arrière. On retrouve nul autre que le phénomène japonais Shohei Ohtani, 62e. Devrait être plus haut. Aussi être plus haut. Puis, faut pas oublier, Shohei Ohtani est aux États-Unis depuis 2017. Mais je joue au Japon aussi avant, hein? Je sais. Il y a des trucs qui étaient considérés, mais oui, c'est... Ouais. Il est aux États-Unis. Tu sais, il ne faut pas oublier que c'est ESPN qui fait cette liste-là. Donc, c'est très America biaisé. Tu sais, c'est très biaisé pour les États-Unis, là, mais Shohei Ohtani... Je pense même pas qu'ils se sont laissés un petit peu comme... Ils se sont retenus un peu pour que LeBron James soit 4e sur cette liste-là. Mais c'est qui, les 3 devant lui, juste pour le fun? Phelps, Serena. Michael Phelps, Serena Williams et Lionel Messi. Fair. Ils se sont retenus pour ne pas mettre LeBron James dans le top 3. C'est fair. Je pense que c'est très fair. Je vois pas d'argument que tu peux... Tu sais, Michael Phelps, c'est le plus grand Olympien de l'histoire des Olympiques modernes. Serena Williams est facilement chez les femmes, peut-être avec Simon Biles, l'athlète féminine et athlète tout court du 21e siècle qui a dominé le plus son sport. Et tu as Lionel Messi qui est probablement... Dis-le, s'il te plaît, Pop, dis-le. Le Messi. C'était pas le mot que je cherchais, mais ça l'est aussi. C'est un bon mot aussi. Je voulais juste que tu dises que c'est le GOAT. Non. Oui. Regarde.
On ne fera pas ce débat-là, mais tu sais, Lionel Messi qui est dans le monde le meilleur joueur de soccer du 21e siècle, je dirais pas qu'il n'y a aucun débat possible parce qu'il peut toujours en avoir un avec Cristiano Ronaldo, mais il faut avouer les faits, le meilleur joueur de soccer de tous les temps. Le soccer qui est le sport le plus global sur la planète. Donc, le fait que LeBron James soit 4, je pense qu'il n'y a pas d'argument de ça, mais on s'égare, on était au baseball. Oui, puis en plus de ça, tu as eu le temps de te mettre le Portugal à dos complètement en disant que Messi... écoute, tu as mis la France à dos tantôt, fait que Félix trouve un pays pour te mettre à dos d'ici la fin de l'épisode. On a l'Europe. Non, on est encore au début du show, on a le temps, ça s'en vient. On a encore le temps. Je me suis mis le plateau Mont-Royal à dos. Oh ben lourd. Donc, c'est pas le flex que tu penses que c'est. Je pense pas que c'est le flex que tu penses que c'est. Pour revenir à nos moutons, pour ce qui est de ce classement et les joueurs de baseball, on retrouve Pop, je sais que ça va te faire un petit peu mal, mais Mookie Betts, 73e. Légende des Red Sox, Mookie Betts. Attends, il a joué avec les Red Sox. Comment tu peux possiblement échanger un joueur comme Mookie Betts? Je sais pas. Demande à John Henry. Demande-lui, c'est lui qu'il faut poser la question, c'est pas à moi. Non, mais imagine si tu l'avais échangé, genre, je donne un nom de même, mettons, comme je sais, pour Alex Verdugo, mettons, et ce serait vraiment niaiseux, hein. Alex Verdugo, Jeter Downs qui joue même plus dans les majors, puis Connor Wong qui est somehow la meilleure pièce en ce moment de cette trade. Passe au suivant, Mio, s'il te plaît, je vais... 79e, on a Bryce Harper. Ça c'est haut, je trouve. C'est fair, mais Bryce Harper a tellement marqué le baseball des années 2010. Puis, je sais pas, je pense qu'il y aurait peut-être avoir un argument plus haut, mais OK, c'est fair de ce côté-là. Moi, je le trouve un peu haut. Moi, tu pourrais le baisser, ça ne me dérangerait pas. Parce je sais qu'on va parler d'un autre athlète tantôt, un joueur de hockey qui est en arrière de lui. Moi, tu vois, je trouve que le joueur, on va en parler tantôt, là, mais il me semble que Bryce Harper pourrait être un petit peu plus bas. Je suis pas en désaccord. Je suis pas en désaccord là-dessus. Finalement, le dernier joueur de baseball, légende, et je dis bien légende des Expos de Montréal, mais c'est le 21e siècle et il n'a pas joué avec les Expos au 21e siècle. Pedro Martinez, pour son temps avec les Red Sox et une série mondiale de Il n'y a pas genre aussi Roy Halladay qui est dans ce tas-là. Ouais, Roy Halladay est là aussi. Légende des Blue Jays, Roy Halladay, tu veux dire. Ouais. Paix à son nom, Roy Halladay. Mais il me semble que, moi, je comprends que Pedro, on n'inclut pas son début de carrière. Il a son Cy Young en 97, puis sa grosse année en 99, mais moi, je sais pas, il me semble que tu me parles des deux, je mets Pedro vraiment en avant de Roy Halladay. Là, puis Roy Halladay est un super bon lanceur, puis un des meilleurs partants de sa génération. Il me semble que c'est haut un peu pour lui aussi. T'sais, je trouve que Max Scherzer est vraiment trop haut, mais je trouve que Roy Halladay est peut-être un petit peu trop haut aussi. Attends. Félix, là, le slender sur Max Scherzer, là. Non. Écoute, le gars de 2013 à 2021, il a été une fois hors du top 5 pour le Cy Young. Puis c'était la fucking année COVID de 2020 qui comptait quasiment pas. Ouais. Trois Cy Young en 5 ans. Ouais. Il y a 2 séries mondiales. I mean, le gars est le meilleur lanceur peut-être du 21e siècle. Oh, Clayton Kershaw existe. Ouais, c'est là que je m'en allais dire. Il y a juste peut-être Clayton Kershaw qui peut le tasser. Justin Verlander aussi un peu. Mais le slender sur Max Scherzer, je suis comme, on va se calmer. Mais tu me parles de Scherzer, okay? Puis je suis d'accord que tu es grand lanceur et tout, puis je te le donne sur ce point-là, mais Shohei Ohtani est derrière, puis je veux dire, oui, Scherzer est un excellent lanceur, mais entre toi et moi, là, si tu as choisi un gars, là, le plus grand athlète entre les deux, parce que il faut rappeler, c'est ça la question, qui est le plus grand athlète du 21e siècle? Tu mets vraiment Scherzer avant Shohei Ohtani, qui est un phénomène qui fait des affaires qu'on n'a jamais vues depuis Tungsten Armored Oil en 1928. Ouais, mais c'est parce que Max Scherzer, il y a l'argument de la longévité aussi. Comme je disais, Shohei Ohtani est arrivé en Amérique en 2017. Puis c'est depuis vraiment 2000. Tu sais, il a été un bon joueur, mais c'est depuis 2021 que Shohei Ohtani est devenu Shohei Ohtani. Là. Ouais, ok. Tu sais, moi,
je sais pas, frapper une balle puis lancer une balle, c'est tellement dur. Je trouve que les gens réalisent pas à quel point c'est dur. Mais Puis de voir qu'il est capable d'exceller à ces deux niveaux-là, je trouve qu'il mérite d'être tellement plus haut à cause de ça. Mais c'est vrai que Scherzer a l'avantage de l'avoir fait depuis plus longtemps. C'est une des deux affaires, mais il l'a fait depuis plus longtemps, c'est vrai. Max Scherzer, je fais juste de 2013 à 2019. 118 victoires, 47 défaites, une moyenne de points mérités de 2,82. Non. Et un ERA plus de 1 de 149. Ça veut dire qu'il y a un meilleur ERA comparativement à la moyenne du baseball majeur, 49% meilleur que la MLB. Ouais. Puis comme je dis, j'enlève rien au gars. Je trouve juste que c'est top 50 des meilleurs athlètes du siècle. Je trouve que c'est haut. Je trouve que c'est un peu haut. Félix est définitivement un hater de Max Scherzer. Ça, non, c'est pas ça que j'ai dit. Parmi tant d'autres nouvelles qui se passent au baseball, en soirée qu'on enregistre ça, c'est l'intronisation au temple de la renommée de quelques bons petits noms du baseball que vous aurez sûrement déjà entendus. Adrian Beltre, Joe Mauer, Todd Helton et Jim Leyland qui a été manager des Pirates avec Barry Bonds et aussi des Marlins qui ont remporté la Série mondiale en 1997. C'est une autre affaire qui se passe en Floride au niveau du baseball, parce que finalement, on va pouvoir dire du côté des Rays de Tampa Bay, les gars, Charles by le fucking Tropicana Field. En tout cas, à mon humble opinion, OK? C'est peut-être le deuxième pour vous, là. Mais dans ma tête à moi, c'est le pire stade qui existe au baseball, là. Ben, écoute, l'Oakland Coliseum a tellement perdu de sa superbe parce que, tu sais, l'équipe veut déménager et tout, puis, en tout cas, il y a quelques petits facteurs qui expliquent ça, mais c'est vrai que, tu sais, le Trop, c'est pas pour rien qu'on en parle depuis des années comme étant pas une catastrophe, mais c'est tellement mal situé, tellement, tu sais, c'est pas un beau stade aussi, tu sais, il y a de ça aussi, il est pas beau, le stade, puis c'était vraiment rendu comme un problème à Tampa Bay et tout. Puis c'est pas pour rien qu'on parlait peut-être de déménager de l'équipe et tout, parce qu'on voulait pas financer un nouveau stade au centre-ville. Mais là, tu vois, on va essayer de réparer ce problème-là. Dans quelques années, on va essayer de déménager dans un nouveau stade qui, franchement, a l'air vraiment, vraiment beau, là, le nouveau stade. Pour les quelques images qu'on a pu voir cette semaine, ça a pas l'air d'être un stade fait sur un coin de table, mettons. Mais ça a l'air vraiment, vraiment beau. Puis tant mieux pour les Rays qui ont eu le problème du Trop depuis des années. S'il peut y avoir finalement un stade qui peut un problème, tant mieux pour cette organisation-là parce que ça reste une super belle organisation. Puis c'est beau. On parle beaucoup de l'expression d'un success story. Les Rays, c'est une équipe avec des petits moyens qui réussissent souvent à être compétitifs, pas cette année, mais dans l'ensemble, dans une grosse division, réussissent quand même à être compétitifs sur une base régulière. Puis de voir si on est capable de s'enlever le problème du stade, ce serait une bonne chose pour cette équipe-là pour qu'on parle pas juste du stade, mais on parle de ce qu'ils font sur le terrain aussi. Puis ils méritent ça, sincèrement, les Rays, pour le travail qu'on fait au niveau baseball depuis des années là-bas. Selon l'accord, je lis un peu sur ESPN concernant cette annonce-là, c'est au moins 30 ans, au moins, pour les Rays à Tampa Bay. Le stade serait 1,3 milliard, OK, c'est pas si pire, dans un projet plus large de 6,5 milliards de dollars. Rien de trop gros en Floride pour les Florida Men. Si je comprends bien, on a l'argent ici avec le triple menace, on se construit un stade à quelque part dans le même budget à peu près, là. À Montréal. Stephen Brofman, on est là, appelle-nous. On était peut-être booké avec Adam Silver cette semaine, mais appelle-nous quand tu as 2 minutes, on te met sa liste, on va te jaser. On veut t'aider. On fait ça de gay. Les gars, vous allez pas aimer moi où est-ce que je me situerais là-dedans. Oh non, j'aime pas ce que j'ai peur de ce que tu veux dire. Pourquoi construire un nouveau stade à Montréal lorsque tu as le stade olympique? Je répondrai pas à ça. Je réponds pas à ça. Non, je me lance pas dans un débat sur le stade olympique aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Tout ce que je sais, Pop, c'est que j'ai appuyé sur les bons boutons. Est-ce que Denis Coderre est disponible pour venir au podcast? C'est juste ça que j'ai à dire. Ça, je ne m'exprimerai pas là-dessus. Ah, et voilà. On va passer à autre chose, les boys. On va passer au hockey de la Ligue. On va passer au hockey de la Ligue nationale de hockey. Hey, on parle de Montréal, on parle des Canadiens. Genre, une des grosses affaires, là, OK? Certains appelleront ça du copium. Mais dans le fond, en quoi ça consiste? C'est de voir une situation qui évolue devant toi qui a l'air ingagnable. Tu vois ça, tu dis, il n'y a aucune façon que ça se passe bien, mais là, tu utilises un comparatif.
un comparatif qui est un petit peu stretché, OK? Où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est Quinton Byfield. Très souvent, là, jusqu'à la moitié de la saison cette année pour les Canadiens de Montréal, fait qu'on va dire 1 an et demi de Juraj Slafkovský, on était comme non, mais il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose. Mais là, on s'est dit, non, mais attendez, regardez ce qui se passe avec Quinton Byfield et les Lakers. Et les Kings de Los Angeles, ça a pris quelques années avant de se rendre... Ça a pris quelques années avant de se rendre là où il est en ce moment. Et puis là, je crois que le petit comparatif entre les deux va continuer parce qu'on a eu le contrat de Juraj Slafkovský qui s'est signé il y a quelques semaines de cela. Et puis là, maintenant, on a celui pour Quinton Byfield. Puis les gars, on parle d'un petit contrat avec les Kings de 6 250 000 pour à chaque saison, pour les 5 prochaines saisons. Est-ce qu'il y a matière à dire que c'est peut-être le meilleur contrat en ce moment dans la Ligue? Dans la Ligue, Jack Hughes existe. Non, mais moi, ce Jack Hughes existe encore 8/8 pour un Jack Hughes, c'est incroyable. Puis Quinton Byfield a vraiment le potentiel de donner ce meilleur contrat-là, puis surtout à plus court terme, au sens plus annuel, parce qu'on l'a vu l'année passée, il a vraiment explosé et finalement devenu le joueur que les Kings espéraient prendre au 2e rang quand on l'a pris. Puis Quinton Byfield est pas mal. Si tu veux construire un joueur de hockey dans un laboratoire, il ressemblerait pas mal à ça, là, un gros bonhomme au centre qui est capable de marquer, qui frappe, qui est vraiment un prototype parfait de centre numéro 1 dans la LNH, qui n'est pas sans rappeler un peu ce qu'on a avec Andy Kopitar, avec les Kings depuis vraiment beaucoup d'années maintenant. 2005? Ça fait quasiment 20 ans qu'on a Andy Kopitar comme centre numéro 1 avec les Kings. Puis, mettons qu'on a réalisé que c'était peut-être pas une mauvaise affaire d'avoir un gars comme Andy Kopitar comme centre numéro 1. Fait que, en Byfield, j'imagine que c'est ce qu'on essaye de faire un peu aussi. Puis, il peut jouer à l'aile, peut jouer au centre, est un gros bonhomme, peut marquer des buts, peut inscrire des points. Puis, à 6,25 par année pour 5 ans, bravo aux Kings pour ça, parce que ça a été un été difficile pour l'équipe. Puis, s'assurer de garder Byfield pour ce montant-là à long terme, c'est une bonne chose. La seule chose, par exemple, c'est que 5 ans, c'est pas aussi long que 8 ans, mettons, avec Juraj Slafkovský ou les autres jeunes joueurs qu'on essaie de garder le plus longtemps possible. 5 ans, c'est un petit peu plus court. On achète peut-être 2 années d'autonomie complète. Contrairement à Juraj Slafkovský, est-ce qu'on en achète 4, je crois, 3 ou 4. Puis, je prends l'exemple de Slav parce que c'est le comparatif facile et tout, mais il y a peut-être juste sur la durée du contrat que les Kings, évidemment, on aurait aimé ça de l'avoir pour 8 ans à ce montant-là, mais Byfield veut faire sauter la banque dans 5 ans. Peut-être qu'à un moment donné, on va se dire, peut-être qu'on aurait été mieux de le signer peut-être à 7,5 par année pour 8 ans au lieu de le signer à 6,25 par année pour 5 ans, mais veut pas, ça reste que pendant 5 ans, à 6,25, si Quinton Byfield demeure le joueur qu'il est depuis la dernière saison, un peu même la saison d'avant aussi, 6,25, ça va être un maudit bon salaire, un maudit bon contrat pour cette équipe-là des Kings qui a besoin de punch offensif et Quinton Byfield va pouvoir être une grosse partie de ça. Ben, ça aide aussi parce que Quinton Byfield va amener un peu de positif de manière salariale à un équilibre qui a aussi que les Kings ont probablement l'un des pires contrats de la Ligue nationale avec Drew Doughty qui est encore à 11 millions par année pour encore 3 ans. Ça, c'est 11 ans, 3 ans encore. Wow. 3 à 11 millions par année pour Drew Doughty, je vais juste vous le rappeler. Mais comme Félix, tu dis, c'est enfin un W pour Rob. Rob Blake avait besoin que Quinton Byfield signe ce contrat-là. Parce que j'essaie vite de même de penser, il n'y a pas beaucoup de directeurs généraux dans la Ligue nationale qui est sur un plus gros hot seat que lui en ce moment. Tu viens déjà te départir du fiasco Pierre-Luc Dubois. Au moins, tu as réussi à refiler ça aux Capitals de Washington. Parce que c'est ça l'affaire aussi avec Quinton Byfield comparativement à Juraj Slafkovský. Quinton Byfield est dans une équipe qui essaye d'être contender. Ouais. Pas pour juste être contender pour les séries comme le Canadien en ce moment. Contender dans l'Ouest pour essayer de gagner 2 rondes, une finale, peut-être une Coupe Stanley en passant, ce qui n'est pas la même chose. Et là, tu ramènes Darcy Kuemper
avec David Rettich puis Félix Copley comme trio de gardiens, c'est-tu vraiment ça la solution? Ouais. T'as encore Joel Edmondson et son fameux contrat qui a signé le 1er juillet. T'es comme, OK. Point d'interrogation. Pourquoi? Puis, il ne faut pas oublier aussi que la division Pacifique, tu sais, oui, tu as des Ducks, tu as les Sharks, tu as peut-être Utah qui ne sont pas encore là. Mais tu sais, tu as encore Edmonton, tu as encore Vancouver, tu as Vegas. Tu sais, c'est pas encore demain la veille que tu peux t'assurer d'être parmi les top 3 de ta division, ce qui n'est pas la même chose que le Canadien qui essaie, qui est encore pas prêt encore à ce même stade. Tu sais, le cycle n'est pas encore le même entre les Kings et le Canadien. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec des gars comme Brent Clark et tout ça, Jordan Spence, etc. Tu sais, il va y avoir des décisions à se faire là, du côté des LA là, bientôt. Là. Et une chance que Quinton Byfield ne coûtera pas tant cher que ça. On parlait juste pour conclure un peu ce point-là, on comparait Byfield à Slavkovski un peu. J'ai regardé un peu les stats. L'an passé, il y aurait Slavkovski, 82 matchs, 20 buts, 30 passes, 50 points. Quinton Byfield, l'an passé, qui est 2 ans plus vieux, on va le rappeler, 80 matchs, 20 buts, 35 passes, 55 points. C'est vraiment comparable, surtout pour Slav. Dans une équipe vraiment meilleure que le Canadien, soit dit en Slav avait peut-être plus de minutes, un plus gros rôle offensif. À ce compte-là, peut-être que ça s'équivaut un peu, mais 2 ans de différence. Puis il y a de ça aussi. Les deux, ça ressemble vraiment beaucoup. Les deux viennent de connaître une saison qui est très, très similaire. Slav est un peu plus jeune, évidemment, comme on le sait, mais puis est un ailier, contrairement à Byfield, qui est peut-être plus un centre naturel. Mais tu regardes, tu le vois pourquoi il y a des gens qui voient un comparatif entre ces deux gars-là, 2 gros bonhommes et tout. Puis Byfield, ça a pris vraiment du temps avant qu'il explose. Là, Slav, on parle quasiment d'une explosion qui est plus hâtive, quasiment dans son cas, ça lui a pris 1 an et demi dans la LNH pour vraiment s'installer. Puis Byfield, peut-être à ce niveau-là aussi, dans la LNH, ça a pris sensiblement le même temps, le même nombre de matchs joués, je dirais, mais tu vois quand même que les Kings ont vu en Byfield un peu la même chose que le Canadien a vu avec Slavkovski. Évidemment, le fait que Slav soit signé à long terme pour 8 ans à Montréal, c'est quelque chose qui fait le bonheur des partisans ici. Là-bas, 5 ans, c'est bien. Tout que le salaire n'est pas très élevé, entre guillemets, mais tu dis peut-être qu'à 8 ans, aller monter un peu le prix, ça aurait pu être une bonne affaire pour les Kings, mais on peut pas trop en demander non plus. Le fait de l'avoir à ce salaire, c'est quand même une très bonne chose pour les Kings qui n'ont pas été assez satisfaits de ce contrat-là. Félix, tu as mentionné il n'y a pas si longtemps de ça, quand on parlait du classement des 100 meilleurs athlètes, tous sports confondus du 21e siècle, tu as parlé d'un joueur de hockey. D'un joueur de hockey qui, pour toi, puis je pense que tu n'es pas seul non plus là-dedans, en fait, se retrouve peut-être un petit peu trop loin dans ce classement-là. Et c'est pas Sidney Crosby, parce que Sidney Crosby est 22e dans ce classement-là. C'est certainement pas non plus Alexander Ovechkin qui va fort probablement battre le record de buts marqués dans l'histoire de la Ligue nationale pour un joueur qui est 54e dans ce classement-là. Mais on parle de Connor McDavid. Connor McDavid qui, depuis son entrée dans la Ligue nationale, a absolument tout démonté. Si c'était peut-être pas de... En fait, je vais me dire, si c'était pas de sa blessure à sa saison recrue, il aurait déjà le cap des 1000 points d'accumulé. Connor McDavid qui a connu des séries éliminatoires for the ages. Pour citer un meme très célèbre, c'était du pur cinéma. Il a mené les Oilers qui tiraient de l'arrière 0-3 à 3-3, si près de remporter une Coupe Stanley. Bien sûr, c'est sûr que ça aurait peut-être aidé son classement s'il avait gagné cette coupe-là. Mais quand même pour dire, depuis que Connor McDavid est dans la Ligue nationale de hockey, il ne fait que battre les attentes qu'on a auprès de lui. Il manque juste cette petite coupe-là. Bref, tout ça pour dire, il se retrouve au 98e rang de cette liste-là. Et on parlait aussi un petit peu d'Ohtani qui est réellement là en Amérique du Nord depuis 2021 et là depuis 2017 avec les Angels quand même. Connor McDavid est quand même dans la Ligue nationale de hockey depuis 2015. On parle déjà de presque une dizaine d'années qu'il est dans la Ligue et seulement le 98e rang, Félix. Puis, écoute, au-delà du fait que je le trouve qu'il est très bas dans ce classement-là, quand tu regardes, mettons, au niveau physique et au niveau de l'accomplissement athlétique, je m'excuse, mais le hockey mérite beaucoup plus de respect que ce qu'on lui donne. Tu sais,
c'est tellement un sport qui est exigeant, tout le temps en train de patiner, tout le temps, tu sais, t'es tout le temps dans un effort constant au hockey, puis bon, là, il y a évidemment les passagers occasionnels qu'on connaît, mais Connor McDavid n'est pas exactement ce genre de joueur-là. Il est un joueur qui patine tellement vite, tout le temps impliqué, capable de marquer, capable d'alimenter ses coéquipiers. Tu sais, c'est tellement un phénomène et tout, puis tu disais, il a dépassé pas mal toutes les attentes qu'on avait pour lui. Avant même d'arriver à 16 ans, il était vu comme un joueur générationnel. Le futur. Même avant ça. Quand il était genre avec les Junior Maple Leafs les Marlboro. Midget, écoute, il était. La première fois que j'ai entendu parler de Connor McDavid, c'était genre en 2013. Puis c'était genre c'était les moins de 17 ans. Puis il y avait genre 14 ans, genre, tu sais, 14-15 ans. Ouais. Tu sais, ça faisait longtemps qu'on l'attendait et les attentes étaient extrêmement élevées. Il a réussi même à les dépasser. C'est surréel ce que Connor McDavid a fait par rapport à ça, à atteindre le niveau qu'il a atteint. Puis, tu sais, je pense que c'est assez indéniablement le meilleur joueur de la ligue. Tu as des gars comme Nathan McKinnon, Nikita Kucherov et tout. Tu as des joueurs extrêmement talentueux, mais le consensus, c'est pas que McDavid est une petite coche au-dessus de tous ces gars-là. Puis je trouve que 98e pour un gars qui, depuis quasiment 10 ans, tu l'as dit, est peut-être le meilleur joueur du sport, peut-être depuis 10 ans, ou en tout cas depuis 6-7 ans, assurément, qui redéfinit un peu c'est quoi l'excellence dans ce sport-là. Je trouve ça bas, 98e, surtout pour un sport qui est, comme je l'ai dit, qui est un accomplissement athlétique que je trouve assez particulier, sans rien enlever aux autres sports ou quoi que ce soit. Je trouve que juste 3 joueurs de hockey dans la liste, c'est peu. Je ne sais pas qui d'autre j'aurais mis, mais je trouve que 3 joueurs, c'est peu. Puis je trouve que 98e pour McDavid, c'est un manque de respect. Puis on parlait de Bryce Harper qui était 79e tantôt, c'est 79e? Exact. Interchange-moi ces deux joueurs-là. Le classement a déjà beaucoup plus d'allure. Tu prends ces deux gars-là, flip-flop, je trouve que tu as un classement qui a déjà beaucoup plus d'allure quand tu es placé. Honnêtement, je ne sais pas s'il y avait de la place pour un 4e joueur de hockey sur cette liste-là. Tu sais, Non, je pense pas. Non, je pense pas. Hein. Ben, peut-être Patrick King. Peut-être. Ton 4e meilleur joueur du 21e siècle, c'est Patrick King. Oui. Ben, écoute, regarde qu'est-ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé dans la Ligue. Tu sais, c'est un Américain en plus. Il a gagné 3 fois Coupe Stanley. Ça aide pour ESPN. Quand il va prendre sa retraite, il va le faire en tant que meilleur joueur américain de tous les temps. Mais tu sais, vite de même, c'est peut-être le 4e. Puis même encore là, je trouve qu'il ne mériterait pas d'être dans ce top 100. Martin Brodeur? Non, pas assez. Tu sais, son prime, c'était... C'est un peu comme un Pedro Martinez, un peu. Oui, son prime arrive au... Mais je vais juste vous dire, juste un petit comparatif. Depuis que Connor McDavid est dans la Ligue en ce moment, il y a 982 points. Mio, tu l'as dit, si c'était pas de... Ou même juste la pandémie. Si c'était pas de la pandémie, Connor McDavid aurait déjà 1000 points. Où il avait quand même eu 100 points dans une saison de 56 matchs. Il faut juste le rappeler, il avait quand même dépassé les 100 points. Savez-vous combien de points depuis 2015-2016 Connor McDavid a de plus que le numéro 2 dans la liste? Ça pourrait être qui est Léon Draisaitl. Je vais dire 250. Je vais aller à 200, moi. Je pense à 200. C'est pas aussi prononcé, c'est quand même 141 points. Juste 140. Mais ça, c'est juste entre le 1 et le 2. Et on s'entend que si Léon Draisaitl ne jouait pas avec Connor McDavid, est-ce qu'il aurait autant de points que ça? Peut-être pas. Tu sais, je fais juste vous dire que depuis 2015-2016, Nathan McKinnon est numéro 3, puis il est à 798, il n'est même pas à 800. Connor McDavid est presque à 1000. C'est presque 200. Pardon, t'es à 200. Incroyable. Fait que comme je disais, ce gars-là est un talent spécial. Ce gars-là mérite plus de reconnaissance. Échange-moi ça avec Bryce Harper, puis même que tu pourrais monter McDavid plus haut, j'aurais pas de problème avec ça. Je trouve ça bas. 98, je trouve ça bas. Je trouve ça même irrespectueux pour l'un des plus beaux talents de ce sport-là qu'on a eu depuis ma naissance. C'est le plus beau talent que j'ai vu. Je vais essayer d'aller voir, mettons, qui est, mettons, devant Connor McDavid dans cette liste-là. Mettons qui est autour de lui, mettons. Mettons, OK, Charles Woodson puis Ed Reed, 100 puis 99. OK, c'est correct. Bon, Connor McDavid,
Il y a un joueur de cricket directement devant lui que je n'ai aucune idée c'est qui. Je peux pas juger. Je peux pas juger. Mais tu sais, je peux juste vous dire qu'il y a un joueur de cricket devant Connor McDavid au 97e rang. Daryl Revis. Légende Daryl Revis. Daryl Revis. Zlatan Ibrahimovic. Ronaldinho quand même. Rory McIlroy, OK. Pedro Martinez. Aaron Rodgers, 91. Je suis surpris que ce soit aussi bas. Aaron Rodgers, je sais pas. Mais Asia Wilson, moi, 90. Puis ta girl, Mio, Asia Wilson à 90. J'adore Asia Wilson, mais 90, c'est un peu exagéré à mon avis. Prends-tu Connor McDavid ou Asia Wilson? Ben, dans quoi? Le meilleur athlète du 21e siècle. Connor McDavid, là. Je veux dire, Voilà. Voilà. Oui, j'adore Asia Wilson, mais j'ai pas le choix d'y aller avec McDavid. Au même 91, le MVP de pop pour la saison prochaine de football. Ce qui nous amène justement à tout ce qui est Aaron Rodgers et tout ça, parce que là, il y a beaucoup de conversations autour des receveurs, parce qu'on a eu la deuxième saison de Netflix de quarterback, là, cette fois-ci c'était receivers. On a parlé de Davante Adams, puis Davante Adams est en tabarnak après les Raiders. On le voyait dans le documentaire, il voulait absolument s'en aller de là, aucun esti de bon sens. Maintenant qu'il s'en va, il y a quelques scénarios qu'on évalue avec ça. D'une première part, j'ai parlé d'Aaron Rodgers. Ça a donné que ces deux-là, ensemble, ils ont été quand même bons avec les Packers, qui ont réussi à rapporter une coupe d'MVP à Aaron Rodgers très tard dans sa carrière. Fait que, hey, pourquoi pas l'envoyer chez les Jets? On cherche à faire du bruit dans l'Est de l'Américaine. Mais là, voici ce qui pourrait arriver aussi. On a un receveur du côté des 49ers de San Francisco qu'on n'a toujours pas réussi à échanger. Disons de Brandon Ayuk. Qu'est-ce que vous voyez avec ça, les boys? Dans quel camp est-ce que vous vous rangez? Parce que ça se peut qu'il y ait une troisième équipe. Ça se peut même que Davante Adams s'en aille à Pittsburgh. Ouh, ça serait le fun. Ça va pas arriver. Tu sais qu'il va être un petit peu aussi. Le sweet copium. Non, Brandon Ayuk pourrait être un Steeler. Ça va être ça. Mais... Brandon Ayuk qui pue le Steeler depuis le début, je trouve. Je me change un peu de sujet, là. Je reviens Non, mais je reviens à Davante Adams. En tant que gars qui est Garrett Wilson dans son fantasy, j'espère que Davante Adams ne sera pas un membre des Jets parce que, en tout cas, j'ai l'impression que ça me ferait plus chier qu'autre chose. Mais, tu sais, Davante Adams a un peu forcé la transaction pour le sortir de Green Bay. Il voulait aller jouer avec son ami Derek Carr et tout avec les Raiders. Finalement, ça va bien pour Davante Adams depuis, mais c'est pas le Davante Adams qu'on avait à Green Bay. Puis on sent aussi, tu l'as dit, un peu plus frustré et tout. Il l'a dit qu'Aaron Rodgers avait une place spéciale dans son cœur et tout. Puis tu sais, c'est un carrière spécial avec qui il a joué. Puis évidemment, je trouve ça facile de le lier aux Jets à ce niveau-là. Est-ce que les Jets ont l'argent pour? Est-ce que ça, je vais vous avouer, je ne suis pas dans les bureaux des Jets, je ne suis pas un expert du cap salarial de la NFL qui est un mythe. Mais, non, c'est ça, ça n'existe pas le cap salarial de la NFL de toute façon. Mais tu sais, tu te dis, il me semble que ça a de l'allure de le voir avec les Jets. Mais en même temps, tu regardes San Francisco, OK, avec Brandon Ayuk et tout, tu te dis, cette équipe-là là, a déjà tellement de joueurs de talent. OK, là. Imagine une attaque avec Christian McCaffrey, avec Deebo Samuel, avec George Kittle, puis oui, tu sais, Davante Adams. C'est juste, il est là aussi. Oui, c'est genre, échanger un problème pour un problème? Ben, oui, à ce compte-là, dans le sens où les deux gars sont peut-être plus heureux dans leur situation actuelle, mais tu sais, tu regardes ça, tu dis, c'est bon, tu sais, tu couvres Christian McCaffrey, tu couvres Deebo Samuel, tu couvres George Kittle. Ouais, mais t'as oublié Davante Adams. Tu sais, le gars qui s'en va au temple de la renommée quand sa carrière est finie, là, ouais, il y a lui aussi qu'il faut que tu couvres. Tu sais, il me semble que ce serait quelque chose de voir cette attaque-là avec les 49ers. Est-ce que c'est réaliste? Je ne sais pas. Je pense que les Raiders sont pris, entre guillemets, avec ce contrat-là. Mais si on est pour l'échanger, je vois aussi les Jets, les 49ers comme deux destinations logiques. Peut-être, à la limite, s'il y a une équipe qui a de l'argent, qui cherche pour épauler son jeune carrière, je pense peut-être, mettons, aux Colts ou à une autre équipe comme ça, peut-être que ça pourrait être une destination logique, une équipe qui voudrait faire une grosse transaction, un peu comme les Texans l'ont fait avec Stephon Diggs plutôt pendant la saison morte. Mais je pense pas que Davante Adams va être échangé. Mais c'est vrai que c'était des images qui parlaient vraiment beaucoup dans le documentaire où est-ce que il était pas heureux, il était vraiment, vraiment tanné d'être avec ce carrière-là.
to be fair, Jimmy G était son corps arrière. Ouais. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment Gardner Minshew qui va le rendre heureux? Est-ce que c'est vraiment Aiden O'Connell qui va le rendre heureux? Voilà. Je comprends qu'on change un peu la culture du côté d'Oakland, mais... Oakland? De Vegas. Ouais, sorry, je suis encore habitué avec... c'est à peine si je dis encore Chargers de San Diego. Ok, non, là, t'es vieux. Non, je sais, mais... en même temps, il y a un peu de denial dans... Moi qui est-ce qu'on les Rams jouent à Saint-Louis, Pop, ou ça va être correct? Oh non, là, par exemple... C'était quoi le tweet? LA sont 2-0 contre Saint-Louis. C'était quoi? J'avais vu cette semaine, c'était un tweet d'une organisation de Los Angeles contre Saint-Louis. Je pense que c'était les Dodgers ou une affaire de même qui dit Los Angeles, c'est vraiment 2-0 contre la ville de Saint-Louis. Puis ça faisait référence justement... J'ai pas ta référence. Mais je vois le genre. Je vois le genre. Bref. On change la culture du côté des Raiders de Vegas, mais je pense pas que, tu sais, oui, c'est le fun, c'est un très bon pas dans la bonne direction. On a ramené l'entraîneur-chef qui est en train d'opérer tout ça, qui est aimé de tous ses joueurs. Max Crosby a été très vocal par rapport à ça. Mais est-ce qu'on est vraiment proche tant que ça dans une division qui a encore les Chiefs de Kansas City là-dedans? Ain't it, Chief? Mais en fait, à ce compte-là, pour les Raiders, puis je pense à, mettons, un monde où est-ce qu'on pense à échanger Davante Adams. Tu sais, on a déjà perdu Josh Jacobs. Puis là, si on échange Davante Adams, il reste qui? Tu sais, on vient de repêcher Brock Bowers en première ronde. OK, cool. C'est un bon aîné rapproché et tout, mais ça va être rough. Là. Si tu échanges Davante Adams, là, cette attaque-là, honnêtement, j'aimerais mieux regarder de la peinture fonte parce que, mon Dieu, que ça va être rough. Sans Jacobs, sans Davante Adams, je pense qu'il faut que tu gardes Adams pour au moins te donner un semblant de compétence offensive parce que ça va être... Déjà que tu as des gros points d'interrogation au poste de carrière. Déjà que ton porteur de ballon, c'est plus Josh Jacobs qui est ton partenaire depuis des années. Si tu échanges Davante Adams, boy. Je préfère regarder de la peinture fonte et ça vient d'un partisan des Titans du Tennessee, mesdames, messieurs. Ils vont être incroyables, les Titans, cette année. Ils vont être incroyables. J'ai tellement hâte que la saison commence. Les gars, je viens de retrouver le tweet. C'est parce que dans la MLS, Los Angeles ont joué contre Saint-Louis. Puis là, j'ai vu ce vieux tweet des Kings de Los Angeles être utilisé qui dit que Los Angeles mène la ville de Saint-Louis 2-0 autant dans cette game qu'en équipe de football professionnel. C'est pas gentil. C'est vraiment pas gentil. C'est un tweet de 2017 mais qui avait été ramené cette semaine pour ça. C'est pas gentil. C'est quand même un peu drôle, mais c'est pas gentil. Les boys, on va passer au perron d'église, donc le segment où on vous met de l'avant, chers auditeurs. Cette semaine, on a 2 petites questions pour vous et la première nous provient de nul autre que Jean-Simon Poulain qui nous demande une petite question de Formule 1, les gars. Il demande « Tu fais quoi si t'es Norris ?» Lando Norris, by the way. Non pas Chuck Norris, ne pas confondre. Versus ton... Tu fais quoi si t'es Lando Norris versus ton coéquipier et les calls de ton équipe? OK, je vous mets en contexte pour ceux qui ont manqué ça ce matin. C'était la course en Hongrie en fin de semaine. Et Lando Norris partait en tête, Oscar Piastri, son coéquipier, partant en 2e position. Et là, McLaren est vraiment en train de s'établir comme la meilleure écurie sur la grille en ce moment. Là, ce qui est arrivé, c'est que dès le premier virage, à peu près, ou le 2e, Oscar Piastri a pris la tête de cette course-là. Lando Norris, qui avait un départ un peu plus difficile. Piastri prend la tête de cette course-là et pendant plusieurs tours est en avance. Tout arrêt au puits demeure en avance et tout. Et là, plus tard dans la course, ce qui arrive, c'est que l'écurie veut protéger Norris pour éviter qu'il descende trop avec un arrêt au puits où est-ce qu'on se fera avoir. Donc, on fait arrêter Norris plus rapidement que Piastri, ce qu'on appelle en anglais un undercut, pour l'arrêter un petit peu plus tôt, pour qu'il puisse aller gagner du temps et avoir l'avantage des pneus plus chauds pendant un petit bout. Donc là, on fait ça, Norris revient en avant, et là, Piastri fait son arrêt après, roule sur des pneus où est-ce qu'ils sont un petit peu plus usés, revient derrière Lando Norris. Et éventuellement, on arrive en fin de course, parce que Lando Norris a un bon avantage sur Piastri, qui a mené la course du début et qui est la seule raison qui explique le fait qu'il soit 2e, soit la stratégie d'équipe à McLaren qui a fait arrêter Norris en premier. Et là, pendant plusieurs tours, on a des communications radio entre Lando Norris et son écurie, où est-ce qu'on lui dit « Laisse passer Oscar Piastri,
laisse-le. C'est sa course, c'est lui qui mérite d'être en tête en ce moment. C'est à cause de notre stratégie que tu es en avant et tout. Laisse-le passer. Et maintenant, on embarque même un peu sur la manipulation émotionnelle dans le sens de si tu veux gagner le championnat, ça se fait en équipe, tu vas avoir besoin de score à certains moments. Fais la bonne chose à faire en ce moment. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que Max Verstappen mène évidemment le championnat des pilotes par beaucoup en ce moment, mais Lando Norris est deuxième et se rapproche tranquillement de Verstappen depuis un petit moment. On a laissé des points sur la table pour cette course-là entre Verstappen et Norris au championnat des pilotes. Et là, c'est ça qui fait beaucoup réagir parce qu'on se dit peut-être que McLaren aurait dû favoriser son pilote qui a la meilleure chance d'aller rattraper Verstappen au championnat des pilotes. Parce que dans les deux cas, on va faire tous les points. On va avoir la première et la deuxième place de l'écurie. Donc, c'était à ce moment-là un peu qu'on se dit peut-être qu'on aurait dû laisser Norris en premier. Peut-être que la première victoire de Piastri aurait pu attendre et tout. Puis, on sentait qu'il y avait de la tension entre les deux au final. On sentait que Norris n'était pas heureux, même que Piastri, sa première victoire en carrière, n'a pas vraiment pu la célébrer parce qu'il y avait ce fond de controverse, entre guillemets. Donc, ça a été comme une drôle d'ambiance et tout, puis Norris qui a essayé de calmer les choses, mais si j'étais McLaren dans cette situation-là, je pense qu'on a pris la bonne décision. Je pense que, évidemment, c'est dur à avaler pour Norris en ce moment parce qu'il a vu Verstappen terminer loin. Il s'est dit, j'ai peut-être une occasion de faire beaucoup de points sur lui, puis c'est 8 points qu'il a laissé sur la table dans cette course-là. Est-ce que ça pourrait jouer à 1, 2, ça pourrait jouer à quelques points et au final, peut-être que c'est une décision qui va lui faire perdre le championnat des pilotes cette année. Encore là, il y a une deuxième moitié de saison au complet à faire, mais c'est sûr que c'est pas une décision qui est facile à prendre, mais je pense qu'on a pris la bonne décision au final, dans le sens où on a priorisé, pas l'équipe, mais on a fait ce qui était juste, entre guillemets, on a fait, c'est vraiment la course de Piastri et tout, puis il y a eu la première place une bonne partie de la course. Je pense qu'on a pris la bonne décision. Je pense que je comprends Norris d'être fâché, puis je comprends Piastri de se sentir un peu bizarre dans tout ça. Puis je comprends les partisans qui ne sont pas d'accord avec cette décision-là. Mais éventuellement, là, soit Piastri a été le bénéficiaire dans cette situation-là, mais si en fin de saison, par exemple, Norris a besoin de Piastri, là, je pense que Piastri va vraiment se sentir obligé d'y rendre l'appareil pour cette victoire-là et tout. Puis là, il y aurait vraiment l'air épais de non, ça ne me tente pas de donner sa place. Tu sais, quand l'autre, il se bat vraiment pour le championnat, puis il a fait ça pour lui plutôt dans la saison. Tu sais, c'est peut-être un investissement qui, à court terme, paraît un peu étrange, mais qui, à long terme, va payer. Puis je le souhaite à McLaren, je le souhaite à Lando Norris, parce que Norris a dû accepter de le faire au final. On n'a pas pu y imposer, on n'a pas pu le faire pour lui, le fait, et je le comprends d'être fâché, mais je pense que c'est la chose à faire au final. Moi, c'est surtout l'affaire de, tu sais, comme tu dis, tu sais, Oscar Piastri aurait dû... Tu sais, si, mettons, tout le monde avait arrêté en même temps la même stratégie, Piastri aurait quand même gagné. Tu sais, je pense qu'il y a peut-être ce point-là qui fait en sorte que je comprends McLaren d'avoir fait ce move-là. Par contre, il y a une affaire que, même si c'est ton coéquipier, moi, je me dis, si tu veux gagner, faut que tu le mérites. Faut que tu le mérites, puis gagner parce que ton coéquipier t'a laissé passer par une commande d'équipe. Je sais que des fois, ça se fait au vélo, ça se fait en Formule 1. C'est pas la première fois que ça arrive. Je sais pas. J'ai pas vraiment d'opinion là-dessus parce que je peux même pas dire que je suis un casual de la F1, je regarde pas ça. Moi, ça me fait juste rire parce que Mio puis moi, on est habillés en orange, vraiment orange McLaren. Là. Fait que c'est vraiment... C'est un drôle d'adon de ce côté-là. Ah, mais qui, là? De quoi, ça? Qui est qui, par contre? Ouais, c'est qui Lando? C'est qui Piastri entre vous deux? Là? C'est une bonne question. Qui laisserait passer l'autre? Qui serait le moins selfish? Moi, je suis très team player. Je vais à Lucas. Moi, j'ai trouvé Piastri. J'ai trouvé... Là, les deux voulaient être le team player, ça marche pas, là. Là, ça me prend un égoïste entre vous deux, là. Ah, je vais être égoïste. Fuck. OK. Oh, vous êtes incroyable. C'est bon, les deux, vous êtes Lando, les deux, vous êtes Piastri. C'est bon, problème réglé. Mais le seul commentaire que j'ai envoyé à mon frère, justement, quand j'ai su qu'Oscar Piastri avait gagné, j'étais genre, is McLaren for real, for real? Là, je sors mon meilleur lingo de Gen Z, là. Là, les gens de 21 ans et moins viennent de me comprendre là-dessus et tous ceux qui sont... j'ai 23 ans, je t'ai compris, là.
Mais tous ceux qui sont en haut de 30 ans sont genre Rayleigh Dog. Qu'est-ce que t'as dit là? C'est juste cringe. Moi, Anyway. Mais, tu parles Mais moi, je me fais dire, est-ce que McLaren. Est-ce que. En fait, la vraie question que j'ai dit à mon frère qui regarde la F1, c'est genre, est-ce que c'est la dernière année de grosse dominance de Max Verstappen? C'est peut-être déjà fini cette année-là. Ouais. Ça fait quelques courses qu'on sent que Red Bull est en difficulté. On n'a pas le rythme de McLaren. Puis là, on l'a vu aujourd'hui. Il y a eu l'histoire de Norris Piastri, mais en même temps, tu avais l'autre gros duel de la journée entre Verstappen et son ingénieur qui. Verstappen l'engueulait tout le temps. C'était pas beau. C'était vraiment les deux s'engueulaient. À un moment donné, Verstappen il a dit là, c'est à cause de ta stratégie de merde que je t'occupais à gérer. Tu m'as mis dans cette situation de merde-là avec ta stratégie de merde. Puis, c'était pas beau. Puis c'était vraiment. Ça s'engueulait, entre guillemets, un peu. Puis il y avait vraiment de la tension. Puis là, on sent que Verstappen et Red Bull sont en train de l'échapper. Moi, ça fait un peu plus d'1 mois que je me dis OK, McLaren a vraiment la meilleure voiture en ce moment sur la grille. Et là, depuis quelques courses, on a des petits problèmes de stratégie à l'interne où est-ce qu'on n'est pas capable de bien gérer. Un mauvais arrêt au puits, un arrêt au puits au mauvais moment. Piastri, il y a une victoire à Piastri qui a été coûtée complètement par son équipe, un mauvais arrêt au puits. Ça fait 2-3 courses de ça. J'ai oublié exactement c'est laquelle, mais les stratégies nous ont vraiment empêchés. Mais tu regardes en ce moment, McLaren a vraiment la meilleure voiture sur la grille. Puis tu te dis, OK, là, Red Bull ressent la pression, Verstappen ressent la pression. Ça fait 2 ans et demi qu'il est sur le cruise control total et jamais guetté par personne, même pas par son coéquipier. Mais là, McLaren est inarrêtable, puis surtout avec Sergio Perez qui n'est pas capable de se placer dans le top 4 régulièrement ou même dans le top 2, puis il n'est même pas capable de se présenter en Q3 en ce moment. Il passe même plus la Q1 régulièrement. Et ça devient un problème. Puis oui, en ce moment, McLaren est la meilleure voiture sur la grille. Et pour moi, ça fait aucun doute. La deuxième question du perron nous provient de Producer Oli qui demande, et je cite, « En écoutant certains experts québécois, ça fait 10 à 15 ans que Pascal Vincent devrait être entraîneur, peut-être même chef, dans la Ligue nationale de hockey. Mais si c'était vraiment le cas, pourquoi sa seule opportunité a été comme plan sauve-cul de dernière minute? S'il était vraiment si bon que ça, il aurait eu sa chance avant, non? » Juste pour être sûr, je pense qu'il fait référence à sa job à Columbus plutôt que sa job à Laval qu'il y a eu cette semaine. Non, il fait vraiment sa job. Parce qu'il faut le rappeler, Columbus, l'année passée, on l'oublie, mais c'était supposé être Mike Babcock qui devait commencer la saison comme entraîneur-chef. Ouais. Et il n'a même pas fait le camp d'entraînement. Il n'a même pas fait le début du camp d'entraînement. C'est même pas. Il a-tu fait une pratique seulement? Non. Il va te congédier avant. Il n'a même pas fait une pratique. Pascal Vincent est arrivé et finalement, il n'a même pas. Puis finalement, il est rendu à Laval aujourd'hui. Puis tu sais, Pascal Vincent, ça fait, je ne me trompe pas, cette semaine, on valait, ça faisait 30-40 ans qu'il est entraîneur, avait jamais été congédié avant sa job à Columbus. Son nom avait circulé dans des précédentes ouvertures et tout, puis c'est un peu le hasard des choses qui a fait que sa première opportunité est venue à Columbus. C'est souvent ramassé comme adjoint, soit dans la Ligue américaine ou comme entraîneur-chef dans la Ligue américaine ou comme adjoint dans la NH avec des entraîneurs qui étaient comme bien en selle et tout, qui étaient pas indélogeables, mais qui étaient bien installés et tout. Puis là, c'est ramassé à Columbus dans une situation un peu bizarre où là, devait arriver dernière minute pour remplacer Mike Babcock et clairement, il l'a dit lui-même, devait être là pour gagner et tout. Puis il a été reproché surtout depuis qu'il est rendu à Laval où est-ce que là, sa job va être de développer les jeunes de l'organisation du Canadien. Il s'est fait beaucoup reprocher son traitement des jeunes à Columbus, mais tu parlais, il a remplacé Mike Babcock. Les Blue Jackets, qu'on a engagé Mike Babcock, c'était pour faire du développement. C'était parce qu'on voulait gagner cette année, on voulait instaurer une culture d'imputabilité et tout, puis on voulait pas qu'il y ait des passagers dans cette équipe-là, puis Pascal Vincent a compris ce message-là, puis c'était ça sa priorité, donc a pris des décisions peut-être moins favorables au développement des jeunes, mais pour essayer de gagner, puis au final, les Blue Jackets n'ont pas vraiment gagné, mais tu sais, on n'avait pas nécessairement le talent dans cette équipe-là, mais là, tu sais, revient dans un rôle plus de développement et tout. Puis pour moi, c'est pour ça que c'est peut-être pas une... Je comprends pourquoi l'embauche a été critiquée considérant ça, mais je pense quand même qu'il faut tenir compte du contexte de ce qu'il y avait à Columbus l'an passé. Et il y a aussi le fait qu'à Montréal, ça amène une police d'assurance. Imaginons que dans 2 ans, si, par exemple, Martin Saint-Louis, ça lève pas, dans 2 ans, le Canadien pense être prêt à prendre un step vers l'avant, puis ça fonctionne pas, l'équipe gagne pas. Là, tu as une option, tu as un entraîneur qui est prêt, qui a un peu d'expérience LNH, qui est de calibre LNH, qui peut y aller.
peut-être qu'il va avoir une job ailleurs dans la LNH entre-temps, mais je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Il n'a pas été embauché pour être le successeur de Martin Saint-Louis, mais a pris une job à Montréal où il s'est dit, gars, tu sais quoi, peut-être qu'à Laval, je suis proche de la maison, je vais pouvoir être avec ma famille et tout. Si je fais 2 bonnes années à Laval, mon nom va circuler, peut-être que je monte à Montréal, peut-être que... Je pense que de ça aussi, puis de vouloir se rapprocher un peu de la maison, puis je pense que tu as une bonne embauche à ce niveau-là. Puis Pop, j'aimerais savoir ton avis, je pense que tu le connais un peu aussi, peut-être même mieux que moi encore, Pascal Vincent. Toi, t'en penses quoi de cette embauche-là? Ben, écoute, je vais pour la question de Producer Ali sur le fait que est-il aussi bon? Écoute, je suis pas coach d'envie. Tu sais, il y a une raison pourquoi je suis sur la galerie de presse et non sur une patinoire en bas avec le monde. Tu sais, j'ai joué, le plus haut que j'ai joué, c'est Bantam A. Fait que, imagine comme joueur, fait imagine encore moins comme entraîneur. Fait que, j'ai-tu les notions pour dire est-ce que cet entraîneur-là aurait dû avoir sa chance dans la Ligue nationale beaucoup plus avant? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Ce que je vais dire, par exemple, c'est ce que je retiens de la question de Producer Ali, c'est qu'il parlait de médias québécois. Et moi, ce que je pense, c'est que au Québec, on aime ça prêcher pour sa paroisse. Je pense que aux États-Unis ou même juste dans le reste du Canada anglais, est-ce qu'il y a bien du monde qui parle de Pascal Vincent qui, ça fait vraiment longtemps, qui aurait dû être dans la Ligue nationale? Sûrement moins qu'au Québec. Puis surtout, il faut dire aussi que Pascal Vincent est arrivé dans un chemin qui n'est pas le chemin classique de l'entraîneur-chef qui veut percer dans la Ligue nationale. Là, vous allez me dire, là, maintenant, oui, parce que là, il est avec le Rocket de Laval. Mais il ne faut pas oublier que l'organisation du Canadien de Montréal a été très souvent la porte d'entrée de la Ligue nationale pour les entraîneurs québécois. Des Alain Vigneault, des Claude Julien, des Michel Terrien, même des Guy Carbonneau, il y a quelques années. Même Dominique lui, il a Ducharme. décidé... Il a pas, quoi? Dominique Ducharme. Dominique Ducharme. Même Joël Bouchard, dans une certaine mesure, qui a battu la LNH. Mais... Tu sais, on dit beaucoup que Montréal doit laisser des chances aux entraîneurs québécois parce qu'ils n'auront pas les mêmes chances ailleurs. Fait que, est-ce que du côté des médias, on voulait comme essayer peut-être pas de projeter ses désirs un peu, mais d'arriver à ce genre de choses-là puis de dire, hey, on aimerait ça que Pascal Vincent ait vraiment sa chance à un moment donné. Mais est-ce que avant d'arriver à Winnipeg, est-ce qu'on disait, ce gars-là devrait... ça fait longtemps qu'il aurait dû avoir sa chance. Il a amené le junior de Montréal, les Screaming Eagles du Cap-Breton. Ça reste à débattre de ce côté-là. Mais j'ai hâte de voir, par exemple, parce que je pense que Laval, c'est plus adapté pour lui, je pense, pour la Ligue américaine. Il ne faut pas oublier aussi une affaire. Le Rocket de Montréal, l'année prochaine... De Laval. Je m'excuse. Le Rocket de Laval, l'année prochaine, ne sera pas une très vieille équipe. On va avoir beaucoup, beaucoup de jeunes. Et souvent dans la Ligue américaine, les vétérans ou les joueurs qu'on appelle 4A dans le baseball, soit qui sont trop forts pour les mineurs, mais juste pas assez pour rester dans le show en haut, mais c'est souvent eux autres qui drivent le train dans la Ligue américaine et on risque pas d'en avoir énormément. Tu sais, Alex Barré-Boulet, c'est bien le fun. Il y a déjà... S'il sera à Laval. Moi, je pense qu'il va être à Laval. Ultimement, je pense qu'un gars comme Alex Barré-Boulet va commencer l'année à Montréal. Je pense que c'est plus là qu'il va commencer. Ouais. A déjà été dans le top. Je pense même qu'il a déjà remporté le championnat des pointeurs dans la Ligue américaine, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, puis il n'est pas extrêmement vieux aussi, Alex Barré-Boulet. Donc, j'ai hâte de voir comment on va gérer ça. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu regardes la perspective de Columbus, on retient Ken Johnson, on retient David Jiricek, qui n'a pas eu les opportunités. Même Cole Salinger, qu'on ne semble pas capable de voir la lumière au bout du tunnel de ce côté-là, puis on se dit, est-ce vraiment ce gars-là qui est le meilleur pour développer les jeunes? Mais comme tu dis, c'est peut-être une question de philosophie, tu sais, un peu comme le film Moneyball un peu. Billy Beane et Brad Pitt qui voient une certaine philosophie, tandis que l'entraîneur, le manager ne voit pas la même chose, ça peut faire une affaire comme ça. Il faut dire aussi que Columbus, c'est un peu chaotique là, comme organisation depuis déjà quelques années. Là. Aussi. Puis, il y a cette stabilité-là. Tu sais, clairement, là, Pascal Vincent s'est établi, arrive à Laval dans un but clair. Pas gagner des matchs, développer des jeunes.
Puis tu sais, là, c'est clair. Tout le monde le sait, même lui l'a dit. C'est ça l'objectif. On veut gagner, on veut développer des jeunes et si on gagne des matchs, tant mieux. Mais tu sais, c'est le focus va être sur le développement. Puis pour ça, c'est une super bonne chose. Je pense que la dernière saison, tu l'as dit, son traitement des jeunes a été critiqué. Puis je pense que c'est des critiques qui sont légitimes, des questions qu'on peut se poser, mais j'attribue plus ça au contexte qu'au style d'entraîneur qu'il est. Et peut-être que dans un an, je vais dire, c'était pas le contexte, c'était vraiment juste son style, voulait clairement établir qu'il y avait pas une mainmise, mais tu sais, qu'il était sévère avec ses gars, créer une imputabilité et tout, peut-être même à un niveau trop intense, mais jusqu'à preuve du contraire, je vais passer ça sur le dos du contexte à Columbus avant de penser que c'était vraiment lui le grand méchant qui voulait pas faire jouer ses jeunes ou quoi que ce soit. Parce que dans le processus d'embauche, je pense que ça fait aucun doute. Pascal Vincent avait le meilleur CV. Tu sais, les Sylvain Favreau, les Stéphane Julien, puis d'autres candidats, c'est bien beau. Ils ont des candidatures super le fun, mais Pascal Vincent partait 2-3 000 devant eux autres déjà pour commencer. Ouais. Ça dépendait si lui voulait se rapprocher de la maison et retrouver la Ligue américaine. Ce qui a finalement dit oui au final. Fait que voyons voir ce que ça va faire là. Et peut-être même dans 2-3 ans, peut-être on va parler de lui comme successeur à Martin Saint-Louis. Sait-on jamais? Puis en passant, on parlait de Laval, dernier point, il n'était pas obligé de le faire, de reprendre une job tout de suite parce que va encore toucher son argent de Columbus comme avait son contrat d'entraîneur-chef. Son contrat garanti va encore toucher ce salaire-là cette année. Pascal Vincent aurait vraiment pu prendre une année de break, se dire, regarde, tu sais quoi, je vais prendre un an, peut-être que dans un an, il s'est fait congédier après que tous les postes d'entraîneur-chef avaient été comblés dans la LNH. J'aurais pu dire, gars, dans un an, peut-être qu'il va y avoir comme un nouveau carrousel, peut-être qu'il va pouvoir me trouver un poste pour rebondir dans la LNH et tout, mais il se dit, gars, non, j'aime mieux retourner proche de la maison, je vais aller à Laval, prendre peut-être une ou deux années là-bas, voir ce que ça donne, puis essayer d'aider le développement de ces jeunes-là, puis je pense que de ça aussi qu'il faut considérer. Je pense que s'il n'y avait pas vraiment les meilleurs intérêts de l'équipe à cœur, s'il ne se sentait pas prêt à faire cette job-là, il aurait pris un an chez lui, il aurait pris une année sabbatique, puis la passion l'a peut-être ramené à Laval, peut-être qu'il a voulu ramener son nom, a voulu essayer de prendre une chance avec cette organisation-là, qui, je ne sais pas exactement les conditions qu'on a données. Je sais qu'on lui a donné un contrat de 3 ans et tout, mais on croyait visiblement en lui si on lui a donné ce contrat-là, puis s'il se sentait apprécié, s'il se sentait voulu à Montréal, clairement que ça a été discuté. On y a pas dit, c'est sûr qu'on y a dit assez clairement, si on t'amène, c'est pour développer des jeunes. Puis c'est sûr et certain, s'il ne se sentait pas à l'aise de faire cette job-là, il n'aurait pas pris cette job-là. Finalement, il l'a pris. C'est pour ça que je vais attendre avant de vraiment critiquer la façon dont il a traité les jeunes l'an passé. Surtout, le dernier point, c'est que des jeunes le fun à développer, il va en avoir l'année prochaine à Laval. Oh oui. Il en manquera pas. Je fais juste commencer David Rambacker. L'année prochaine, ça va être une année charnière pour lui. Déjà là, en partant, c'est déjà un défi vraiment intéressant. Logan Mayou, qui cogne à la porte du Canadien peut-être l'année prochaine, pourrait être la même affaire. Tu sais, un Xavier Simoneau, un Sean Farrell, un Joshua Roy aussi qui pourrait être, qui n'est pas confirmé avec le Canadien l'année prochaine. Et Lane Hudson pourrait être là. Lane Hudson pourrait être là. Lane Hudson, évidemment. Lui, je pense que dans ce cas-là, il va plus être à Montréal. Et là c'est peut-être la projection et peut-être un peu de délusion de ce côté-là, mais peut-être Ivan Demidov? Peut-être. Je pense que ce serait Montréal s'il est en Amérique, mais peut-être. Peut-être qu'on le verra là-bas. Puis ça, c'est sans compter Jacob Fowler qui retourne une dernière année peut-être dans l'NCAA et qui peut-être, on va reparler peut-être au mois de mars-avril comme peut-être futur gardien numéro 1 du Rocket de Laval dans une 12aine de mois. Peut-être. 100%. Peut-être. Sinon, d'ici là, mesdames et messieurs, c'est tout le temps qu'on avait pour vous à la Triple Menace. On vous remercie d'avoir passé la dernière heure et demie avec nous. Nous entendre yap sur absolument tout et rien du sport. Checkez quand même cette semaine parce que là, on approche de la date limite des échanges au baseball. En fait, en journée qu'on enregistre cette émission, il va rester 8 jours avant la date limite. Donc, on parle de mardi la semaine prochaine pour ça. On a quelque chose de spécial pour vous à l'émission la semaine prochaine à ce sujet-là
c'est sûr que dans un monde que tous les gros noms ne sont pas déjà échangés, ça serait le fun. Aaron Judge va être échangé au Ace d'Oakland. Il va être échangé aux Red Sox. Dis même pas ces mots-là. Il va être échangé aux Red Sox. C'est tellement impossible que ça arrive, Félix. Je comprends même pas pourquoi tu réagis. Je veux même pas que tu me lances ça dans l'univers. Je veux même Juan pas Soto, entendre ça sortir de ta bouche. Juan Soto Avec les Mets. Juan Soto prend un les départ Mets. actif vers les Mets. Plutôt que prévu, Juan Soto va débarquer à l'autre équipe de New York. Il est temps que je show le finish, puis qu'elle de vous entendre. Et puis en plus de ça, boys, vendredi, officiellement, les Jeux olympiques vont commencer. On va savoir au passage mercredi qui va être le porte-drapeau pour le Canada. Est-ce que vous avez une prédiction par rapport à ça? Summer McIntosh, peut-être? Moi, j'ai André Degrasse, mais il l'avait pas déjà fait aux derniers Olympiques. Je t'avoue, je suis pas bon là-dedans. Moi non plus. SGA, ça devrait être... J'y ai pensé. Ah, Lugansdor va porter le drapeau. Oh, si c'est Lugansdor, j'avais... Le compte Twitter de Peter Yanopoulos va exploser. Shout-out au Oui Papa Master. Puis parlant de cérémonie d'ouverture, juste avant qu'on se quitte, est-ce que vous avez une prédiction approximative de combien coûte l'uniforme complet américaine de Polo Ralph Lauren? Juste trop. Je sais pas combien, mais trop. 2514 $. Donc, on parle d'une veste... on parle d'une veste à 1000 $, d'un jeans à 400 $, des souliers en Suède à 400 $, d'une chemise à 325 $, une ceinture à 200 $, une cravate à 175 $ et des bas à 22 $. Ralph Lauren, pouvez-vous nous commanditer, s'il vous plaît? Tu dis Ralph Lauren? Ralph Lauren. La version française. All right, mesdames et messieurs, il est grand temps qu'on mette fin à cette émission. On vous rappelle, réseaux sociaux, page Facebook, les superfans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous, répondre aux questions du Perron d'Église, ainsi qu'écouter tous nos précédents épisodes et bien sûr les futurs, si jamais ça vous tente de garder ce lien-là. Dans les semaines qui suivent, on vous réserve un petit projet bien spécial concernant le Perron d'Église, donc restez à l'affût. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine à la Triple Menace. Ciao, ciao!